Ce n'est pas simplement un nouveau modèle que présente aujourd'hui la régie Renault, une voiture qui n'est pas simplement faite pour aller d'un point à un autre, mais pour y vivre pendant le voyage, comme à l'intérieur d'un appartement roulant. Cette voiture, ce n'est pas un simple monospace. C'est un projet novateur qui a même failli ne jamais exister. Un véhicule qui a modifié notre façon de penser la voiture familiale. Mais alors comment est-ce que ce véhicule né d'une crise et inspiré des vans américains est-il devenu une icône française? Pour le comprendre, on va s'intéresser à une histoire complexe qui nous plonge dans une période très compliquée où, entre guerre, crise économique et chômage de masse, le secteur automobile a dû survivre. Et puis bien sûr, quand il est question d'automobile, on parle de gros moteurs et de passion. Alors même s'il est question d'un monospace familial, on aura du V6, du cabriolet et même de la Formule 1. J'espère que vous êtes prêts. Attachez vos ceintures parce que je vous emmène avec moi découvrir la folle histoire du Renault Espace. Tout commence dans les années 70 dans un contexte de tension financière, surtout pour le secteur automobile. Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1973 intervient un gros choc pétrolier. Entre le déclin de la production de pétrole états-unienne, l'augmentation du prix du baril par les pays de l'OPEP et la guerre du Kippour, la tension est maximum. Et alors même si les États-Unis sont les acteurs majeurs de cette crise, l'Europe et la France ne vont pas passer à travers les mailles du filet. Augmentation du prix de l'énergie, donc du carburant, inflation généralisée, chômage de masse, bref, un contexte qui ne prête pas vraiment au développement d'un secteur comme l'automobile. Pourtant, chez Peugeot et chez Renault, ça va plutôt bien. Du côté de chez Citroën, en revanche, là, c'est une autre histoire. Entre une gamme incomplète et vieillissante, la production de la SM avec Maserati ou encore le développement du fameux moteur rotatif qui leur coûte beaucoup d'argent, la marque au chevron est sur le chemin de la faillite. Michelin, alors donc actionnaire majoritaire de Citroën, décide donc de vendre la marque au groupe Fiat. Cependant, le gouvernement français s'y oppose. Évidemment, pas question de laisser partir l'industrie automobile française aux mains du géant italien. On demande donc à Peugeot de reprendre Citroën. Et vu que ça va plutôt bien pour Peugeot, ils décident de ne pas s'arrêter là et vont même jusqu'à racheter Chrysler Europe, alors filiale de la marque états-unienne Chrysler, qui elle aussi est en bonne difficulté financière. Par ce rachat, Peugeot devient donc propriétaire de Simca, alors partenaire et actionnaire minoritaire de Matra. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Vous connaissez peut-être déjà Matra, qui veut dire mécanique, aviation, traction. C'est une entreprise un peu touche-à-tout qui va de la fabrication d'armes au développement aérospatial. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est leur section automobile. Fondée en 1964 par Marcel Chassani et Sylvain Floirat, elle avait pour but de diversifier les activités de l'entreprise en allant vers le secteur automobile et la compétition. Pour débuter leur aventure dans le milieu automobile, ils décident donc de s'associer et de racheter la marque René Bonnet, située à Romorantin-Lanthenay, qui produisait déjà des véhicules. On va donc voir apparaître la Matra Jet, anciennement René Bonnet. Et puis suite à cela, la gamme va s'élargir quelque peu. Vous trouverez dans le même style que la Jet un petit coupé sportif qui est la Matra Baguera. Et vous aurez aussi une voiture un peu plus familiale et pratique qui est la Matra Rancho. Voiture qui d'ailleurs va très fortement inspirer les ludospaces modernes comme un Kangoo par exemple. Le problème, c'est que dans le contexte actuel, Matra, eux aussi, sont en difficulté. Pour l'anecdote, j'ai lu qu'à l'époque, ils perdaient un tiers de leur chiffre d'affaires. C'est énorme. Il leur fallait donc absolument quelque chose pour relancer l'activité de l'entreprise, du moins sur le secteur automobile. Et ce quelque chose, c'est Philippe Guédon qui va le développer. Peut-être que ce nom vous dit quelque chose, effectivement, il était à l'époque ingénieur d'essai chez Matra et il est devenu le PDG de la marque en 1983. Nous avions l'intention de proposer une voiture qui n'existait pas, qui pouvait avoir un usage familial très marqué, un usage professionnel possible et un usage de berline raisonnable. Et des performances de voiture et non pas d'utilité. Bien, ne reste plus maintenant qu'à trouver un partenaire pour les accompagner sur le projet. Souvenez-vous, à l'époque, Matra est partenaire alors de Simca, qui est même actionnaire minoritaire de l'entreprise. Et qui possède Simca à ce moment-là? C'est Peugeot. Donc c'est tout naturellement que Matra va s'orienter vers Peugeot pour développer ce projet. Les prototypes du P16 au P18 sont donc tous conçus avec des pièces du groupe PSA.
Mais pourtant, on est d'accord, c'est bien un losange qu'il y a sur la calandre de l'espace, alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien pour comprendre, là encore, on va plonger un peu dans l'histoire et s'intéresser à Peugeot à la fin des années 70. Après le rachat de Citroën et son incorporation à PSA, qui deviendra donc le groupe Peugeot-Citroën, eh bien tout va relativement bien. Le fait d'avoir fusionné les marques plutôt qu'à absorber Citroën permet à Peugeot d'utiliser l'image, l'identité et le réseau commercial de Citroën. Stratégie gagnante parce que la CX, alors sortie en 1974, est élue voiture de l'année 1975. On peut également compter sur la suppression des activités autour du moteur rotatif, plutôt pas une mauvaise idée, et sur la revente de Maserati, parce que oui, souvenez-vous, à l'époque, Maserati était propriété de Citroën. Tout cela réuni, eh bien, le groupe PSA affiche des résultats financiers positifs en 76 et 77. Mais alors, où est le problème en fait ? Eh bien pour l'instant, il n'y en a pas. Et comme je vous disais tout à l'heure, Peugeot ne s'arrête pas là. John Day, alors patron de Chrysler France, vient à la rencontre de la famille Peugeot pour leur demander s'ils sont d'accord pour racheter les filiales européennes de la marque Chrysler. Chrysler qui est donc en ce moment en grande difficulté également et qui se doit de se libérer de certaines activités. Suite à cela, ils deviennent donc propriétaires des filiales de Chrysler Europe, de Simca, autrement dit Chrysler France, et grâce à ça, ils sont le premier constructeur automobile européen et le 4e au monde. 2,48 millions de véhicules produits et 1,4 milliard de francs de bénéfices fin 78 pour Peugeot, Citroën et Talbot réunis. Donc là encore, tout va bien. Sauf que si vous êtes attentif, eh bien on arrive fin 78, début 79. Et qu'est-ce qu'il arrive d'autre en 79 ? Un nouveau choc pétrolier. Et là, PSA commence à être en difficulté. En plus de ça, ils sont actuellement sur le développement de deux projets relativement majeurs, que sont l'A205 et la BX. Et donc, ils doivent faire un choix, et ce n'est pas le projet du monovolume Matra qui est retenu. Bon, après, quand on regarde les chiffres de vente et de production de l'A205 et de la BX, on peut peut-être se dire qu'ils ont fait un choix relativement judicieux. En revanche, pour Philippe Guédon, chez Matra, là c'est plus compliqué. Il a un projet dans lequel il croit, qu'il a commencé à développer, qui pourrait marcher, mais plus aucun partenaire et donc plus les moyens de le mener à bien. Matra prépare donc le prototype P23 et le présente à Bernard Arnault, PDG de Renault, en 1982. Comme on était persuadé que c'était une bonne idée, Monsieur Lagardère et moi-même, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire ? On va très naturellement aller voir un autre constructeur et si possible français, donc c'était naturellement Renault. Et on s'est adressé à Bernard Arnault, qui était le PDG de l'époque, qui lui a dit oui pratiquement tout de suite. Le PDG de Renault croit donc également dans le projet du monospace et décide de signer un accord avec Matra en 83. Cet accord prévoit, je cite, l'étude et la fabrication par Matra, à partir d'organes mécaniques Renault, de véhicules commercialisés sur le réseau européen Renault. En gros, Matra étudie, développe le véhicule et Renault fournissent des pièces et leur réseau commercial gigantesque. Le problème, c'est que l'année 83, elle est déjà entamée et l'objectif, c'est de sortir le premier modèle d'espace en 1984. Il faut donc redoubler d'efforts pour être dans les temps. Les délais sont tout de même tenus. Les pré-séries de l'espace sortent en janvier 1984, suivis de près des modèles de série qui sortent, eux, en mars. Et c'est une première réussite. Le projet est enfin financé, produit et bénéficie d'un énorme réseau commercial. Pourtant, même si Philippe Guédon, Bernard Arnault et bien d'autres ont cru dans le projet et se sont lancés le pari que ça marcherait, eh bien ils sont bien loin d'imaginer alors le succès commercial que va être l'espace. Moi, je pensais, on avait fait un concours, plusieurs de mes collaborateurs. Combien pensez-vous qu'on va atteindre ? Alors moi, je devais faire partie des optimistes, je pensais qu'on atteindrait une centaine de voitures par jour. Mais 350, jamais. Assez rapidement, l'espace plaît, et c'est tout à fait compréhensible. Vous avez un gros monovolume à plancher plat qui offre une habitabilité maximum, vous avez 7 sièges indépendants et amovibles, et non pas des banquettes comme la plupart des voitures de l'époque, ce qui offre une voiture familiale très pratique. Pour déménager ou aller à la déchetterie le dimanche, pas de souci, on garde les 2 sièges à l'avant, on vire les 5 à l'arrière, et là on a un gros utilitaire à plancher plat, là encore très pratique. Vous êtes professionnel, taxi ou ambulance, pas de souci, là encore vous aurez l'espace nécessaire, sans mauvais jeu de mots. Rajoutez à cela une aérodynamique relativement profilée pour un véhicule de cette envergure, d'ailleurs on le compare même souvent au TGV, une grande, vraiment grande surface vitrée qui offre une très bonne vue et une bonne luminosité dans le véhicule, et vous avez un véhicule novateur qui offre alors aux familles européennes un confort et une praticité alors inconnus sur le marché.
Mais personnellement, si j'aime autant l'espace, c'est pour une autre raison. Arrive l'année 1994, 10 ans après la sortie du premier espace. Il fallait donc absolument faire quelque chose. C'est donc une collaboration qui naît entre Matra, Renault et Williams, l'écurie de Formule 1. Et ensemble, ils ont l'idée géniale de mettre un moteur de Formule 1 dans un Renault Espace. En naîtra l'espace F1. Et pour vous présenter ce véhicule incroyable, quoi de mieux que d'aller le voir en vrai? Donc pour ça, je remercie chaleureusement le musée Matra et la ville de Romorantin-Lanthenay qui nous a ouvert ses portes. Vous y trouverez des voitures de course comme la MS11 juste ici, voiture de Jean-Pierre Beltoise pour la saison de Formule 1 de 1968, ou bien la MS630 juste ici, voiture de Johnny Servoz-Gavin et Henri Pescarolo pour Le Mans 1968. Des modèles de série comme la Baguera, Rancho ou Murena. Ils ont bien sûr une salle dédiée à l'histoire de l'espace. On peut y voir le prototype P18 présent juste à côté de moi, ou un espace 2 signé par tous les ouvriers de Matra ainsi que les grands noms de l'entreprise à l'époque pour célébrer le 500 millième exemplaire d'espace sorti des chaînes de production. Dans cette salle, vous y trouverez les moteurs emblématiques de la marque et vous pourrez vous déplacer au son du V12. Écoutez-moi ça. En plus de ça, vous y trouverez des expositions temporaires pour vous ouvrir à d'autres horizons. En ce moment, c'est sur les voitures allemandes et on y trouve de très jolis exemplaires. Regardez-moi ça, cette BMW 3 litres CSI de 73, magnifique. Mais revenons à l'espace F1, car c'est bien ici que se trouve l'unique exemplaire roulant de ce monstre, juste derrière moi. Alors l'idée avec ce prototype, c'était de réaliser un gros coup de communication pour les 10 ans de l'espace, sorti en 84. À l'origine, il était question de faire arriver Ayrton Senna sur la ligne de départ du Grand Prix de France 94 pour qu'il puisse ensuite rejoindre sa monoplace. Imaginez la scène, vous arrivez avec ça, c'est la classe. Le problème, malheureusement vous connaissez l'histoire, Ayrton Senna meurt au Grand Prix de Saint-Marin le 1er mai 94. Ce n'est pas pour autant que le projet Espace F1 s'arrête. Le développement continue, il est présenté au Salon automobile de Paris de septembre 94 et les premiers essais ont lieu un mois plus tard, en octobre. L'autre idée avec ce véhicule, c'était d'en faire une safety car. Sauf que c'est bien un moteur et une boîte de vitesse de Formule 1 qu'on a à l'intérieur, donc pas possible de le laisser tourner pendant la totalité de la course, et pas possible non plus de le démarrer en urgence pour intervenir sur la piste au besoin, parce qu'il faut toute une équipe et un petit peu de temps pour le mettre en route. Et donc, à quoi est-ce qu'il a servi, cet espace F1 Eh bien, on l'a vu rouler en ouverture de certains Grands Prix, on l'a vu rouler à Goodwood également, mais c'est surtout l'aura autour du projet qui va jouer un rôle très important. Imaginez 3 entités majeures de l'automobile à l'époque, Matra, Renault et Williams, qui s'associent pour mettre un moteur de Formule 1 dans un monospace. Ça n'a absolument aucun sens, si ce n'est la passion automobile et l'envie
de marquer les esprits. Sans compter, je le rappelle, qu'il n'existe qu'un seul exemplaire roulant. Donc vous mélangez tout ça et vous avez la recette parfaite pour créer une légende. Profitons d'ailleurs de l'avoir aujourd'hui avec nous pour faire un petit tour du propriétaire. Allons-y. Regardez-moi cet incroyable véhicule, c'est complètement fou. Il a été dessiné par Thierry Métrose à partir des lignes de l'Espace 2. Et effectivement, même s'il ressemble à un espace pour partir en famille le dimanche, on va voir qu'il y a eu quelques petites modifications. Pour commencer, il a un plancher en aluminium en nid d'abeille et un tunnel central en carbone, comme dans les Formule 1, pour tenir l'ensemble moteur, boîte, train arrière. Il a une structure et des encadrements qui proviennent d'un espace de série, tout comme son pare-brise d'ailleurs, même si ça a été rigidifié. Vous rajoutez à ça du carbone et un énorme aileron derrière, et vous obtenez la familiale la plus performante de l'histoire. Non mais regardez-moi cette épaisseur de porte, c'est complètement dingue. Petit point de référence, je fais 1m80, ça fait la taille de mon avant-bras. Le moteur, lui, se trouve à l'arrière, entre les deux sièges passagers, parce que oui, il y a 4 sièges, après tout, ça reste une familiale. Ce moteur donc, c'est le RS5 V10 de chez Renault Williams, directement sorti de la F1, un bloc de 3500 cm3 qui sort 820 chevaux. Avec ça, vous obtenez un espace qui touche le 310 km/h et qui tape le 0 à 100 en 2,8 secondes, plus rapide qu'une McLaren F1. Pour ça, le compte tours est gradué jusqu'à 15 000 tours par minute. Petit point de détail quand même, la voiture ne peut pas prendre plus de 2 G en latéraux, sinon c'est sur les portes, parce que je vous rappelle qu'on a les dimensions d'un monospace. Je sais pas vous, mais moi je trouve cette voiture complètement incroyable. Elle est le symbole de ce que j'aime dans l'automobile, la créativité, la passion, l'ambition, l'envie de marquer les esprits, de faire de grandes choses, voire même de marquer l'histoire. Et en parlant de marquer l'histoire, eh bien, j'ai autre chose à vous montrer. Venez avec moi. Un Renault Espace cabriolet. C'est l'E-Speeder de Franco Sbarro, imaginé en 98 pour les 24 heures du Mans. Et oui, décidément, encore un lien entre un monospace et la course automobile. L'idée de base, c'était de faire des baptêmes de piste avec des personnalités importantes aux 24 heures du Mans, pour les présenter au public en quelque sorte. Et donc, il fallait de la place. Et pour ça, quoi de mieux qu'un monospace? Le problème, c'est que l'espace, il n'a pas vraiment ni le look ni les performances d'une voiture qui roule sur le circuit de la Sarthe. Donc pour ça, une collaboration se met en place. Franco Sbarro, avec son école Espera Sbarro, s'occupe de tout ce qui est design. Matra, de son côté, apporte sa technique et ses ingénieurs, et Renault supervise le projet pour s'assurer que le véhicule final ressemble à un Renault Espace. Bon, vous l'aurez remarqué, il y a eu quelques petits ajustements par rapport à un modèle de série. Première chose, bien sûr, on a découpé le toit. Le problème, c'est que du coup, la structure est moins rigide. Pas de souci, pour ça, on ajoute des arceaux qui la rigidifient. Ensuite, on élargit les passages de roues et puis on l'abaisse de 25 mm. Sans oublier, bien sûr, le V6 de 194 chevaux qui se cache sous le capot. On est loin de l'espace F1, mais c'est quand même pas négligeable. C'est d'ailleurs sous ce capot que l'espace connaîtra son premier V6 qui sera ensuite apporté à certains modèles de série. Et puis, avec ces 5 sièges, vous avez de quoi embarquer du monde pour prendre 200 dans les Hunaudière. Encore un véhicule emblématique qui marquera l'histoire de l'espace et l'histoire de l'automobile. Bref, cette histoire bien riche dit beaucoup de l'aventure automobile. D'un côté, on a une industrie qui doit s'adapter et suivre les révolutions du marché et de la société, des entreprises qui doivent s'adapter aux nouveaux besoins et envies de leur clientèle. Et d'un autre côté, on a des pilotes et des ingénieurs passionnés à qui parfois on donne les moyens de se faire un petit peu kiffer et puis de faire rêver les autres. L'espace, c'est donc un gros morceau de l'histoire automobile française, et même pas que française. C'est un petit peu aussi le symbole de ce monde où coexistent très très proches l'idée géniale et l'idée complètement absurde. Moi, c'est Arthur Monteil, je suis photographe, vidéaste et créateur de contenu dans l'automobile, et voilà, quand j'ai découvert cette histoire, ça m'a passionné, il fallait que je vous en parle. Donc si cette vidéo vous a plu et intéressé, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire, partagez à fond pour me donner de la force et me donner envie d'en refaire. D'ailleurs, si vous voulez, mettez-moi en commentaire sur quelle marque ou quel véhicule vous voudriez voir ce format. Encore merci au musée Matra et à la ville de Romorantin-Lanthenay de nous avoir permis de partager ce patrimoine, et merci à Geoffrey pour son accueil au musée Matra parce que j'ai été très bien reçu. Et si vous passez par Romorantin, franchement, allez y faire un tour, ça vaut le détour. Et puis envoyez-moi un message sur Instagram, comme ça on pourra en discuter. Merci d'être resté jusqu'au bout. À très bientôt, au revoir.